Joseph Walker est sur le point de réaliser un vol historique, mais il ne le sait pas encore. Il sourit à son pilote de chasse, qui lui fait le signe OK et ferme le cockpit de son compagnon d'acier, le tout dernier avion fusée non motorisé, le X-15. Il est placé sous l'aile d'un bombardier B-52. Il décolle et monte jusqu'à 45 000 pieds. Joseph est calme et enthousiaste, car il s'est préparé à ce moment toute sa vie. Il a une confiance totale dans son appareil aux ailes d'acier. Le bombardier largue le X-15, l'avion fusée s'allume et avec une poussée fantastique, Joe s'envole à toute vitesse vers le bord de l'espace. Il sait que son rêve de réaliser le tout premier vol suborbital en avion va bientôt se réaliser. Joe ajuste les commandes pour intensifier l'énergie de la fusée. Contrairement à la vue habituelle du ciel bleu depuis un avion, la magnifique forme incurvée de la planète Terre et son horizon noir sont un privilège visuel réservé à une poignée de chanceux. La réaction de Joseph Walker montre qu'il fait l'expérience de la pesanteur. Bienvenue dans l'espace. Le pilote déclare tranquillement « On l'a fait les gars ». Le nom de famille de Walker l'a toujours automatiquement propulsé vers l'action. Il lui suffisait d'aller de l'avant, de viser des objectifs plus élevés et de ne jamais s'arrêter. Lorsqu'il était adolescent, il aimait courir, les bras tendus sur les côtés. Il imaginait que ses jambes se soulevaient soudainement du sol et il se sentait voler, planant dans les airs, à la fois comme un homme et comme un avion. Quand il travaillait comme pilote d'essai, il avait l'habitude de survoler les lumières des villes au crépuscule. Elles s'assemblaient en mosaïque gigantesque en dessous et lui faisaient penser aux étoiles lointaines qu'il voulait atteindre. Son rêve de devenir astronaute et d'obtenir le fameux badge qu'il considérait comme un grand honneur est né à cette époque. En vue d'accomplir son rêve, Joseph a beaucoup étudié et a obtenu un diplôme en physique. Il a également acquis une grande expérience des essais dans les premiers avions de la série X et a effectué 27 vols dans des avions fusées après avoir rejoint la NACA à Dryden en 1951. NACA signifie National Advisory Committee for Aeronautics, soit le Comité consultatif national de l'aéronautique en français. Il combinait cette expérience avec celle d'un ingénieur compétent. Qu'est-ce qui pousse un pilote d'essai à risquer sa vie tous les jours ? Le courage, le devoir, la dévotion, la passion, un peu de tout ça en même temps. Joseph était un pilote d'essai talentueux et n'aurait échangé son poste pour rien au monde, mais il avait toujours visé plus haut. Il est donc devenu la personne idéale pour le programme de vol spatial X-15 lorsqu'il a été invité à en être le pilote en chef. Toute l'équipe, y compris les ingénieurs et les 12 pilotes d'essai, devait prouver qu'elle pouvait concevoir un avion capable de voler et de survivre à des vitesses hypersoniques. Avant, il n'y avait que des théories sur le vol hypersonique et des essais en soufflerie à petite échelle. C'est pourquoi le projet a soulevé beaucoup de questions telles que « Pourront-ils le prouver ? Parviendront-ils à concevoir un avion stable et manœuvrable à des vitesses hypersoniques ? Pourront-ils créer une structure qui survivra aux frictions extrêmes associées aux vitesses hypersoniques ? Et plus important encore, un pilote pourra-t-il survivre et s'adapter à de pareilles conditions ? Lorsque le X-15 se détache de l'aile du bombardier, il est d'abord en chute libre pendant plusieurs secondes. Et ce n'est qu'ensuite que les fusées peuvent être allumées. Il y avait un risque considérable de défaillance de ces fusées. L'équipe a également dû concevoir un avion qui serait contrôlable en dehors de l'atmosphère et qui pourrait réussir à rentrer dans celle-ci à grande vitesse et avec un angle abrupt. Si le X-15 prenait un mauvais angle, l'avion serait détruit. Alors, ont-ils pu prouver tout cela ? Déjouer régulièrement l'adversité est le vrai travail de tout pilote d'essai. Joseph connaissait l'anatomie de son compagnon ailé aussi bien que la sienne, car sa vie en dépendait. Le X-15 ressemblait à un gros réservoir de propergol avec un cockpit. Il mesurait 15 mètres de long, 6 mètres de large et 4 mètres de haut. Mais les réservoirs de propergol occupaient environ la moitié de ces 15 mètres. Le X-15 pesait 7000 kg sans son carburant et 15 000 avec, sachant qu'il était constitué d'oxygène liquide et d'ammoniac anhydride. Pour voler à la vitesse hypersonique de Mach 6, soit 6500 km/h, il faut avoir un avion capable de survivre à des températures aussi élevées que 650 degrés Celsius. C'est pourquoi le X-15 a été construit en acier Inconel X, un alliage nickel-acier très résistant. Seuls 3 modèles ont été construits. Le X-15 était de loin l'avion le plus rapide existant à l'époque.
Il pouvait voler à une vitesse pouvant atteindre 7 fois la vitesse du son, soit 7275 km/h. Joseph Walker pouvait voler jusqu'à la limite de l'espace et réatterrir en 12 minutes. L'avion était propulsé par un moteur à ergol liquide Reaction Motors XLR 99 qui délivrait une puissante poussée de 250 kN. Lors du premier vol du X-15 de Walker, il ne se doutait pas de la puissance des moteurs fusée et a été comprimé dans son siège en criant « Waouh !» L'énorme siège éjectable pesait 122 kg. Il avait 2 grands ailerons de stabilisation déployés après l'éjection et 2 grandes perches télescopiques qui s'étendaient pour stabiliser le siège. L'avion avait une aile conventionnelle, bien que petite, d'une envergure de seulement 7 mètres et d'une surface d'environ 18 mètres carrés. La queue de l'avion était inhabituelle, avec 2 surfaces horizontales inclinées et 2 surfaces verticales. Cette queue ressemblait à l'empenne d'une flèche. Elle servait le même objectif, à savoir maintenir l'avion stable et pointé dans la bonne direction. Les empennages verticaux supérieurs et inférieurs étaient assez grands et épais par rapport à ceux des avions conventionnels. Leur section transversale était en forme de biseau avec une arête prononcée à l'avant et une base émoussée à l'arrière. Cela apportait une stabilité supplémentaire et empêchait l'avion de se retourner à des vitesses extrêmement élevées. Le capteur de flux d'air situé sur le nez de l'avion déterminait la direction du flux et la pression dynamique. Ce capteur était appelé le ball nose. Il était actionné par un servomoteur pour s'aligner sur le flux d'air affectant le nez de l'avion. À partir de cela, les ingénieurs ont obtenu l'angle d'attaque, l'inclinaison du dérapage et la pression dynamique de l'air s'écoulant autour de l'avion. Le nez était refroidi à l'azote liquide pour éviter qu'il ne fonde pendant le vol à grande vitesse. Pour s'amuser, Walker aimait parier avec ses collègues pilotes d'essai quant à savoir qui serait le premier à faire décoller l'avion-fusée au-dessus de la ligne de Kármán, la limite internationalement acceptée de 100 km au-dessus du sol. Le 22 août 1963, pendant le vol 91, Joseph Walker a établi un record mondial de la plus haute altitude atteinte par un avion X-15 non motorisé avec 108 km. Le X-15 est hissé jusqu'au pylône de l'aile du B-52. Les treuils sont situés dans les zones d'entretien, du ravitaillement en carburant et d'accouplement du X-15. Toutes les vérifications avant le vol sont effectuées. Décollage. Le X-15 est le premier avion à utiliser une plateforme inertielle et un ordinateur. Les instruments barométriques standards sont quasiment inutiles. Joseph en a sur le tableau de bord, mais il ne les utilise que pendant l'atterrissage, car ils ne fonctionnent pas à haute altitude ou en dehors de l'atmosphère. Pendant une bonne partie du vol, il utilise les données inertielles pour le contrôle et le guidage. Lancement. Le X-15 s'éloigne du bombardier et entre en chute libre pendant plusieurs secondes. Puis les fusées commencent à brûler en 85 secondes, générant une puissance extrême. Joseph tire l'avion vers le haut à un angle abrupt pour commencer à former une longue parabole et sort de l'atmosphère. Il a une bonne visibilité puisque les fenêtres sont à côté de sa tête. Une chose très inhabituelle concernant la visibilité à travers les fenêtres du X-15 est que le pilote ne peut voir aucune partie de l'avion, ni le nez, ni les ailes, rien. En général, les pilotes utilisent le nez et les ailes d'un avion comme référence d'altitude. Dans le X-15, la seule référence pour Joseph est le cadre de la fenêtre, ce qui, en un sens, est très désorientant. Mais d'un autre côté, une telle vue panoramique est idéale pour profiter du spectacle, à savoir la frontière entre la Terre et l'espace. Joseph trouve que c'est très calme ici, comme nulle part ailleurs. Mission accomplie. Joseph effectue une parabole parfaite et rentre dans l'atmosphère avec succès. Le X-15 est comme un vieux coucou robuste qui grince et gémit lorsqu'il accélère au-delà de cette vitesse extrême. Mais tout tient en place et cela permet à Joseph Walker de rentrer chez lui. Il est prêt à entamer un vol plané pour atterrir depuis l'espace. Le X-15 possède quelques caractéristiques exceptionnelles qui améliorent considérablement la sécurité de l'atterrissage, notamment des aérofreins très efficaces qui sont essentiels dans un avion non motorisé pour ajuster l'énergie et s'assurer que le pilote revienne au sol en toute sécurité. Plus ils sont efficaces, plus le contrôle de la puissance est précis et plus l'atterrissage est propre. C'est difficile à imaginer, mais le pilote fait atterrir le X-15 seulement environ 11 minutes et 8 secondes après son lancement, après avoir parcouru une distance de 542 km.
Joseph Walker entre dans l'histoire en devenant le premier pilote d'essai à s'être rendu dans l'espace à bord d'un avion fusée à 2 reprises. Malgré tous les risques du programme X-15, les courageux pilotes d'essai ont repoussé les limites de leurs compétences et de leurs conditions physiques pour maîtriser une technologie expérimentale révolutionnaire. Le succès global du programme a aidé à développer celui de la navette spatiale et a ouvert la voie à la NASA pour aller sur la Lune quelques années plus tard. Joseph Walker a reçu de nombreuses récompenses et le badge d'astronaute tant convoité, mais seulement plusieurs années plus tard. On a fait confiance à Joseph pour piloter le Lunar Landing Research Vehicle, utilisé pour développer des techniques de pilotage et d'opération pour les alunissages. Et le célèbre cratère lunaire Walker a été nommé en son honneur.